c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté pour ce pays, sur tous les plans. Sur le plan intellectuel, sur le plan de la morale. Il a été un enseignant émérite. Alors, en ce qui me concerne, je pense qu'il m'a personnellement façonné. Et donc, nous saluons sa mémoire et souhaitons que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Et c'est ce qu'il a fait en moi, c'est ce qu'il a fait pour tous les Sénégalais, mais particulièrement, en ce qui me concerne, il a été mon mentor. J'ai habité chez lui, et nous sommes très proches comme parents, et donc il a beaucoup fait pour moi. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait malheureux, c'est des choses qui arrivent. On n'aurait pas souhaité que ça se passe suite d'ailleurs à l'enterrement d'un de nos compatriotes sur Ziguinchor. C'est au retour que le crash s'est passé. On a dénombré un certain nombre de disparus. Il y a d'autres qui sont sauvés et qui sont en soins intenses. Nous souhaitons pour ceux qui sont disparus que le Tout-Puissant donc les accueille dans son paradis et que pour ceux qui sont actuellement en soins intensifs, qu'ils puissent bénéficier donc de l'apport de nos médecins. Mais en tout cas, c'est un deuil qui frappe tout le Sénégal. Bon, vous savez, on ne peut rien dire à ce niveau parce que l'enquête n'a même pas encore démarré. Vous savez que quand il y a crash d'aéronef, il faut faire des enquêtes pour voir si c'est au niveau humain ou bien au niveau technique ou au niveau météorologique, parce que c'est les trois niveaux en fait. Ça peut être humain, ça peut être technique et ça peut être météorologique. On ne sait pas maintenant ce qui a fait cette affaire. Bon, mais le crash d'un avion ou d'un hélicoptère, ce n'est pas certainement chose courante, mais ça se passe un peu partout à travers le monde. Donc, ce n'est pas une spécificité sénégalaise. Je pense que nous avons eu des crashs dans le passé. Il y en a 2 ou 3 au Sénégal, pas plus. Hein? Ça fait partie de l'ordre normal des choses. Bon, écoutez, beaucoup de bruit, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Si ça a fait du bruit, c'est parce que simplement, il n'y a pas, souvent, quand l'ARMP dépose son rapport, ou en tout cas les organes de contrôle, quand ils déposent leur rapport, il n'y a pas de suite. C'est pourquoi il y a du bruit. Mais c'est normal que l'ARMP fasse un rapport et épingle la gestion de certaines structures, épingle la gestion de certaines personnalités. Ce qu'il faut faire simplement, c'est que ce rapport puisse être suivi, soit de sanctions positives ou de sanctions négatives. Je pense que ce qui a fait du bruit, c'est qu'il y a eu des malversations et les personnes qui sont épinglées devraient être sanctionnées de façon négative. Pas en tant que député, en tant que citoyen, c'est-à-dire quand un rapport, quand les organes de contrôle font leur travail, mais ils s'en arrêtent à un certain niveau. Il faudrait quand même que d'autres structures, que ce soit la justice, prennent le relais pour sanctionner, j'ai dit, de façon positive ou de façon négative. Pour ce cas de figure, les sanctions négatives devraient être plus nombreuses que les sanctions positives. Parce que quand même, il a été dit quelque part que Khalifa Sall, qui est actuellement en prison, n'est-ce pas, a fait un bon travail au niveau de la mairie. Je veux dire, cette personne, au lieu de la mettre en prison, on devrait quand même le sanctionner de façon positive. Hein? Maintenant, vous savez que le Parlement a un rôle à jouer, les organes de contrôle aussi ont un rôle à jouer. Quand un dossier est pendant au niveau des organes de contrôle, le Parlement ne peut pas faire une commission d'enquête. Hein? Donc même si en tant que député, j'aurais voulu qu'une commission d'enquête se fasse, à quoi servirait d'ailleurs ces organes de contrôle en ce moment? Donc on ne peut pas être dans un dossier au moment où le tribunal ou les organes de contrôle sont dans le même dossier. En tant que citoyen, ça, ce n'est pas normal. C'est-à-dire quand l'ARMP, que ce soit l'ARMP ou l'IGE ou bien toute structure de contrôle, fait un audit ou un contrôle et se rend compte qu'une personne a fauté, mais cette personne doit être sanctionnée. Ça, on n'a pas besoin d'être député pour le dire. N'importe quel citoyen a le droit de le dire. Et moi, je le dis en tant que citoyen. Parce qu'en fait, le denier public appartient à la population. Donc si je me rends compte qu'il y a eu malversation de fonds ou même malversation au niveau des procédures, parce que quand on fait cette enquête, ce n'est pas uniquement de l'argent, hein, c'est aussi les procédures. Un marché qui devrait être, je veux dire, lancé à un certain niveau, est fait gré à gré. Hein? Ça, on ne peut pas dire que c'est de l'argent. Peut-être que la conséquence de ce gré à gré, c'est de l'argent, certainement qui peut être détourné, mais il n'y a pas que l'argent. Hein? Il y a l'argent, mais aussi il y a les procédures. Et tout ça, ça doit être sanctionné. Non, moi, je n'ai même pas réfléchi par rapport à ça. Pour être très honnête, le fait de construire un autre palais, ça veut dire quoi?
Un autre palais, le Sénégal peut avoir plusieurs palais. Vous allez dans un pays, ces pays ont plusieurs palais. Ça ne me pose pas, en tant que politique, un problème outre mesure. On parle de priorité, mais que représente un palais par rapport aux autres priorités? Pas grand-chose. Un palais, c'est un immeuble, c'est des jardins, c'est des bureaux, quoi. Aussi simple que ça. Ça ne me dérange pas du tout, parce qu'on aurait construit 1000 palais. Avec leur façon de faire, le chômage continuerait. Donc, ce n'est pas un problème de construire un palais pour boucher le chômage, pour résorber le chômage, non. C'est simplement un problème d'approche. On peut construire un palais et faire en sorte que le nombre de chômeurs aussi diminue. Donc, il n'y a pas de parallélisme entre le fait de construire un palais et le fait de donner à manger aux gens. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est des questions sur lesquelles, moi, je ne donne pas beaucoup d'importance. Il n'y a pas de polémique, la croissance elle est de 7,2%. Mais ce qu'il y a, c'est que cette croissance ne profite pas aux Sénégalais. C'est simplement ça. Je ne pense pas qu'ils contestent les chiffres. Mais ils disent que bon, ça ne se mange pas, ce n'est pas au niveau du panier de la ménagère. Ça, c'est vrai. Non, moi, je n'entre pas dans ce débat. J'avais été représenté, l'Université du Sahel avait été invitée, l'école que je dirige avait été invitée, la lettre est là, et j'ai demandé à un de mes économistes donc, de me représenter au niveau de... Il ne m'a pas encore rendu compte. Mais ce qu'il y a simplement, ce que je voulais dire tantôt, c'est que la croissance, elle est de 7,2%. Elle est de 7,2%, mais malheureusement, elle ne profite pas aux Sénégalais. Pour la simple et bonne raison que les secteurs porteurs de croissance, c'est des secteurs qui sont exogènes. C'est le secteur du numérique, c'est le secteur des banques. Vous savez qu'aucune banque n'appartient au Sénégal. Tout ce qui travaille sur le numérique, c'est l'étranger, c'est Orange. Et que bon, le fruit de cette croissance retourne dans d'autres pays. C'est pourquoi nous ne le sentons pas. Mais quant à contester les chiffres, c'est bon, c'est pas bon, on n'entre pas trop dans ce débat. Mais ce que nous savons simplement, c'est que nous ne le ressentons pas en tant que Sénégalais. Les bénéfices vont à l'extérieur. Pour renverser la tendance, c'est que cette croissance puisse exister, puisse continuer et qui puisse être endogène. En quoi faisant? En capacitant les entreprises sénégalaises. Si vous prenez l'autoroute, aujourd'hui, c'est FH qui s'en occupe. Ça, les Sénégalais auraient bien pu... Le nombre de milliards qui a été demandé pour faire cette autoroute, ça aurait pu être mobilisé par les Sénégalais. La société Sonatel, en tout cas Orange, aujourd'hui, qui est entre les mains des étrangers, même si de toutes les façons, la majorité, l'action la plus importante est entre les mains de l'État du Sénégal, mais vous savez que c'est Orange qui prend l'essentiel des bénéfices. Donc tout ça, c'est des croissances, c'est des secteurs qui apportent la croissance, mais que le fruit de la croissance va à l'extérieur. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut capaciter les entreprises sénégalaises, simplement. Bon, je n'ai peur de rien du tout. Moi, je suis enseignant. Quand vous êtes venu, vous avez trouvé mes étudiants en train de faire des cours et vous avez vu les enseignants en train d'enseigner. Voilà, vous parlez du public. Alors, ce qu'il y a au niveau du public, c'est que simplement l'État ne dit pas la vérité aux enseignants. Et il y a un jeu de cache-cache entre les étudiants, entre les enseignants et l'État. Moi, je pense qu'il y a des accords que l'État accepte de signer avec les enseignants. Et malheureusement, l'État ne peut pas honorer ces accords, ces engagements. Je pense qu'il serait bien que l'État dise aux enseignants, voilà ce que je peux faire, et qu'ils le fassent. Et ça, je ne peux pas le faire. Et la cause est entendue, ce qui n'est pas le cas. Souvent, l'État promet et ne fait pas ce qu'il promet. C'est ça le drame. Voilà. Ce n'est pas un problème d'exagération. C'est un problème simplement de se dire la vérité. Moi, personnellement, en tant que député, j'ai fait comprendre au ministre de l'Enseignement supérieur qu'il faudrait qu'on revoie le quantum horaire donné aux enseignants du supérieur. Parce que ce quantum horaire est très faible. N'est-ce pas? Et je suis content d'ailleurs d'entendre les enseignants du supérieur dire qu'ils sont prêts à donner 1 heure supplémentaire pour augmenter le quantum horaire que leur donné. Vous voyez, si vous êtes un professeur dans la A, vous avez 3 heures ou 4 heures de cours par semaine, personnellement, je trouve que là, cela est relativement faible. Qu'il faut l'augmenter un tout petit peu pour faire en sorte que, n'est-ce pas, les choses s'équilibrent. Mais eux, ils n'exagèrent pas, ils ont raison, les enseignants, sur plein de choses. Parce que quand vous êtes enseignant, vous avez un certain niveau. Et vous ne pouvez pas voir des gens qui ont un niveau inférieur au niveau de la fonction publique, mais qui ont des indemnités qui dépassent de très loin les indemnités qu'on vous donne. Et ils ont raison. Mais l'État invoque le nombre. Non, ce n'est pas un problème de nombre, c'est un problème d'équité simplement. C'est-à-dire l'État a favorisé une partie des fonctionnaires au détriment des enseignants, quel que soit leur nombre d'ailleurs. Mais nous sommes de la même hiérarchie.
Mais il n'y a pas de raison que vous ayez une indemnité qui est supérieure à l'indemnité. Maintenant, il y a des indemnités qui sont spécifiques à des postes. Et quand vous êtes, n'est-ce pas, un agent de l'aéronautique civile, vous devez être en astreinte pour surveiller les avions. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un, peut-être quand vous êtes un médecin, vous vous occupez d'urgence, vous êtes en astreinte, vous devez vivre à côté de l'hôpital. Ça, c'est différent. Bon, voilà. Donc, il faut voir déjà la chose du point de vue hiérarchique. Ensuite, il faut voir la chose du point de vue type de poste que vous occupez. Mais tout cela, ça se discute. Et quand ça se discute, vous tombez d'accord sur quelque chose, vous l'appliquez, mais vous ne tombez pas d'accord sur quelque chose, vous dites de façon claire que nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose. Mais quand vous voulez octroyer 6 000 ou 7 000 à des enseignants, au moment où vous octroyez 200 000, 300 000 à d'autres corps qui sont, n'est-ce pas, inférieurs hiérarchiquement à ce corps enseignant, il est clair que les enseignants ne peuvent pas l'accepter. Kharmat, c'est un terme qui est un peu galvaudé. Vous savez, quand vous êtes un intellectuel, vous avez la possibilité de travailler de façon parallèle sur beaucoup de secteurs. Je pense qu'un enseignant qui a 4 heures ou 5 heures à l'université de Dakar pourrait bien donner 2 heures ou 3 heures dans une autre université. D'autant plus d'ailleurs que les compétences manquent dans ce pays. Il y a des matières où on a une seule personne ou deux seules personnes, n'est-ce pas, qui sont spécialistes de cette matière. Je pense que la générosité voudrait simplement que cet enseignant puisse donc donner des cours et là, dans son université de base, et puis être associé à d'autres universités. C'est valable aussi parce que nous avons des problèmes de professeurs de mathématiques, nous avons des problèmes de professeurs de philosophie dans les lycées. Bon, pourquoi un professeur de philosophie n'aurait-il pas la possibilité de donner un cours à Lamine Gueye et de donner le même cours à Blaise Diagne, ou peut-être de donner le même cours dans une structure privée. Mais je souhaite que le 30, Khalifa soit élargi. Que ceux qui sont chargés de dire le droit disent le droit et qu'ils disent simplement que Khalifa Sall est libre, n'est-ce pas, de vaquer maintenant à ses occupations. Du point de vue de ses droits civiques et civils, il peut donc en jouir. C'est ça mon souhait le plus ardent. Non, moi je n'entre pas dans ces détails parce que je ne suis pas un juge. Je n'ai pas le dossier, je n'ai jamais vu le dossier. C'est-à-dire je me situe au niveau politique. Et au niveau politique, j'avais dit que ce procès était un procès politique. Je l'ai dit, je l'ai écrit. J'ai même interpellé l'Assemblée nationale pour leur dire, écoutez, libérez, arrêtez quand même cette procédure. Maintenant, le dossier en tant que tel, mais moi je ne l'ai pas lu. Je ne suis pas là pour dire que Khalifa a raison, il n'a pas raison. Non, ça c'est au juge de le dire. Moi, ce que je peux savoir simplement, c'est que c'est un député. Les gens devraient pouvoir arrêter la procédure. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une affaire politique. D'autant plus d'ailleurs que ça peut faire jurisprudence, étant donné que la gestion dont il est question, c'est exactement la même chose que toutes les mairies ont été gérées. Mais pourquoi lui? Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a plusieurs maires. L'actuel député Pape Diop était maire. Le maire de Diop, n'est-ce pas, était maire. Ils ont témoigné. Ils ont fait comprendre aux gens, écoutez, que c'est exactement la même chose que nous gérions la mairie. La question qu'on doit se poser, pourquoi attendre maintenant pour sévir? C'est là. C'est-à-dire, quand vous construisez un bâtiment et que là, vous n'avez pas fait une bonne structure, mais il est clair que vous pouvez mettre plusieurs étages, mais ça ne va pas aboutir. Donc, je pense que c'est le fait de juger Khalifa qui est illégal. Simplement. Parce que s'il fallait juger, il aurait fallu juger aussi tous les maires qui sont venus avant lui. Donc, mais si vous le jugez maintenant, mais tout ce que vous dites n'a pas de fondement, étant donné que vous ne devez pas le juger. Donc, moi, je me suis dit à ce niveau. Vous savez, moi, je vais vous surprendre. Ça ne me dérange pas personnellement, pour être très honnête. Ça a été malheureux qu'il l'ait dit. Parce qu'en tant que ministre de la République, chargé des élections, il n'aurait pas dû le dire. Moi, à sa place, je ne l'aurais pas dit. Ça a été très malencontreux. Mais ça, moi, personnellement, ça ne pose aucun problème. Je n'ai pas dit que je l'ai cautionné, je n'ai pas dit que je l'ai compris, j'ai dit tout le contraire. J'ai dit que c'est malheureux. C'est une déclaration malencontreuse. Non, ça ne me gêne pas, moi, personnellement. Non, moi je ne réclame la tête de personne. Je ne réclame aucune tête. Ce que je demande simplement, c'est que les élections se fassent dans de très bonnes conditions. Il aurait été préférable, naturellement, il aurait été préférable, naturellement, que nous prenions
entre guillemets, une personne neutre, parce que la neutralité pose problème, mais que nous prenions quand même une personne à équidistance des partis qui puisse organiser les élections. C'est mon vœu, c'est le vœu de l'opposition, dont je suis membre. Hein. Mais maintenant, je pense que là où j'ai dit que ça peut vous étonner, que Aly Ngouille Ndiaye dise, mais c'est quand même un militant de l'APR. Mais un militant de l'APR, en principe, son vœu le plus ardent, c'est de faire en sorte que son candidat, qui sera certainement le président Macky Sall, gagne les élections au premier tour. Mais est-ce que vous avez compris dans sa déclaration qu'il va demander, qu'il va prendre les Sénégalais qui sont avec Macky Sall, de façon discriminatoire, leur donner leur carte d'électeur, les inciter à voter? Non. Je pense que s'il l'a dit, peut-être qu'il s'adresse à sa base de Linguère. En tant que maire de Linguère, mais je pense qu'il a le droit d'aller faire des descentes à Linguère les week-ends pour demander à ses militants, allez vous inscrire et allez retirer votre carte. Je ne pense pas que... Vous savez que moi, je faisais partie des partis qui, sans condition, sont partis à la négociation. Mais nous ne sommes pas restés. En principe, c'est aujourd'hui d'ailleurs qu'ils devront être reçus par le président de la République. Vous me voyez ici, vous voyez bien donc que je ne fais pas partie des gens qui seront reçus par le président de la République. Parce que simplement, quand ils sont arrivés au niveau parrainage, nous avons claqué la porte. Nous avons dit que bon, un parti ne doit pas faire le jeu de parrainage. Voilà. Ce qui fait que depuis lors, moi, je n'ai pas suivi comment les choses se font. Nous n'avons pas fait ça, nous. Hein. Nous n'avons pas fait la politique de la chaise vide. Nous avons été à l'appel. Et nous avons travaillé. Nous avions même suggéré... Non, non, quand même. Vous ne pouvez pas ne plus être de la concertation et aller au palais. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, nous avons été à la concertation. Mais juste presque à terme. Hein. C'est simplement à l'avant-dernier jour que nous sommes retirés. Parce que c'est ce jour-là, ils ont parlé de parrainage. Mais pour l'audit, nous y étions. Et nous avions dit que le fichier, nous n'avions même pas dit que le fichier, nous avons dit que le processus électoral devrait être audité, de l'enrôlement au scrutin, c'est-à-dire enrôlement, confection de cartes, distribution de cartes, les urnes, les isoloirs, le jour du scrutin, les observateurs. Tout ça, c'est le processus et ce que le PUR avait demandé. Bon, l'audit qu'ils ont fait ne s'est arrêté qu'au fichier, mais n'a pas audité tout le processus. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si on devait donner notre point de vue, on aurait dit simplement que ce qu'on vous avait demandé, vous n'avez pas tout fait, vous avez juste fait une partie. Maintenant, que me demander d'entrer dans les mathématiques ou dans les statistiques du président Wade, ça, je ne sais pas. Hein. Vraiment, je ne sais pas sur quoi il s'est fondé pour dire cela. Hein. Alors, je dis simplement que l'audit qu'on aurait aimé avoir, nous ne l'avons pas eu. Maintenant, quand ils ont soulevé le parrainage et que nous ne sommes pas allés au parrainage, il est clair que la délégation qui doit être reçue par le président de la République, nous ne serons pas à cette délégation, nous sommes là. Ah non, nous avions demandé à ce que la caution soit baissée de façon très drastique. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la presse qui dit que la caution serait baissée aux alentours de 25 millions, 30 millions, mais nous avions dit que la caution pourrait être versée jusqu'à 2 millions. Parce que la caution, c'est quelque chose de symbolique. On ne peut pas faire la somme des cautions pour organiser des élections. Je pense que toute personne qui se présente à l'élection présidentielle, c'est quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui est patriote. Donc je ne peux pas le taxer de fantaisiste. Ce que je dis aussi, c'est que tout Sénégalais a le droit, s'il remplit les conditions physiques, les conditions civiles et les conditions civiques, qu'il peut se présenter aux élections. Maintenant, la question que vous me posez, est-ce que ça ne va pas faire de difficultés pour l'organisation? Mais ça, c'est l'affaire des techniciens. Ils sont payés pour ça. C'est des ingénieurs, c'est des techniciens, c'est des administratifs. Ils reçoivent leur salaire tous les mois. À chaque fois qu'on leur pose un problème technique d'organisation, ils doivent réfléchir pour savoir que faut-il faire pour réussir cette organisation. Donc moi, sans candidat, ne m'aurait pas dérangé. On est à 1 an de 2019. Hein? Oui, mais on a fait presque demain. Bon, d'accord, si c'est presque demain, ce que je vous dirais simplement, c'est que si le PUR est allé aux élections législatives, se classe en 4e, s'il n'y avait que 4 candidats, le PUR aurait un candidat. C'est logique. C'est-à-dire, si on est 4e et qu'on dise que le premier aura un candidat, celui qui suit le premier aura un candidat, donc le deuxième, je sais qu'ils n'en auront pas un, ils en auront peut-être 2 ou 3. Ça, c'est le groupe LD. Ceux qui suivent, je sais qu'ils en auront 4 ou 5.
Mais il n'y a pas de raison que le PUR n'ait pas son candidat. Maintenant, qui va être le candidat du PUR? Ça peut être un membre du PUR comme ça peut être quelqu'un d'autre. Mais l'essentiel, c'est que c'est la couleur du PUR, c'est le parti PUR qui va être utilisé pour porter la candidature de cette personne. Ah non, moi je n'ai rien à confirmer. Je ne peux même pas confirmer le candidat du PUR. Comment je peux confirmer lui sa candidature? Je vous ai dit qu'on est à un an des élections. Mais le PUR va participer aux élections. Tout ce que je peux confirmer, c'est qu'on ne peut pas aller aux élections législatives, être quatrième. Les élections présidentielles viennent et qu'on croise les bras. Ça n'a aucun sens. D'autant plus qu'après les élections présidentielles, il y a quand même les élections locales qui vont venir. Mais à supposer que nous ne soyons pas partants pour les présidentielles, mais le parti va être mort. Et si nous voulons aller aux élections locales, quels sont les militants qui vont voter pour nous? Oui, parce que c'est-à-dire ils vont nous enterrer. Parce qu'ils ne nous voient pas au niveau présidentiel. Donc le fait que nous ayons au niveau des élections présidentielles, c'est aussi pour préparer les locales. Parce que nous voulons bien travailler au niveau des locales et avoir beaucoup de mérite au niveau du Sénégal. Maintenant, votre question récurrente qui vient, est-ce que le président va se présenter? Est-ce que c'est le coordinateur national? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va se présenter? J'ai dit non, ça ce n'est pas encore opportun. En tout cas, il y aura quelqu'un qui va être porté par le PUR. Mais le moment venu, c'est quelqu'un, vous le saurez.